Épisode d'Art et Caméra à Cannes. C'est vrai qu'on a eu quelques désagréments ces derniers temps, Julie ayant perdu sa voix, et je pense que vous pouvez la réentendre enfin, même si c'est pas encore tout à fait ça. Bonjour à tous, non c'est encore un petit peu rauque, mais en fait ça fait 2 jours que je ne parle quasiment pas, et au bout d'un moment j'en ai assez, j'ai envie d'enregistrer, je suis venu là pour ça, Morgane aussi, donc faut bien que je m'y remette, mais quand j'y repense... Là, c'est les 2 épisodes qu'on va enregistrer. Je crois que c'est les épisodes les plus ghetto qu'on a jamais fait parce qu'il faut quand même vous donner le contexte. Premièrement, il y a ma voix qui renaît de ses cendres. Enfin, j'ai les cordes vocales fragiles, j'ai 2 extensions environ par an, mais bon, je m'attendais pas à ce que ça tombe pendant Cannes. Et je n'ai pas fait d'excès de soirée, je tiens à le préciser. Et deuxièmement, on a l'orage qui tonne dehors. Cannes est en feu. Si ça se trouve, vous allez l'entendre pendant le podcast. Enfin, ça fera une drôle d'ambiance pour des films qu'on a aimés, mais pour des films qu'on n'a pas forcément aimés, Morgane. Ouais, ce sera après 3 épisodes, où on était un peu plus enthousiaste. Là, on va être un peu plus mesuré. Donc, c'est un peu le creux de la vague du festival. Enfin, en tout cas, cette année, ça se passe comme ça. Oui, c'est ça. Après, généralement, il y a toujours un moment où il y a un peu un coup de mou, mais là, ça tombe depuis 2-3 jours, on va dire. Et on commence directement avec la petite dernière d'Afsia Herzi. Qui ne fait pas partie des coups de mou pour le coup. Qui est son 3e long métrage, si je ne me trompe pas, qui a eu le droit donc à une sélection en compétition après avoir fait la semaine de la critique, puis Un certain regard. Cette fois, c'est une adaptation du roman La petite dernière, donc du même nom, de Fatima Das, qui est sorti, je crois, en 2021 ou en 2022. Oui, quelque chose comme ça, qui à l'époque... en tout cas, moi, je ne l'ai pas lu, La petite dernière. Mais à l'époque, il avait fait pas mal parler de lui. Je me rappelle, Fatima Das avait fait le tour des médias, France Inter, etc. Enfin voilà, c'était quand même un livre qui avait eu un certain écho dans les médias. C'est notamment parce que je crois qu'elle est jeune, l'autrice, elle avait moins de 25 ans. Le film, justement, on parle de tout ça, évidemment, parce que c'est un film qui est sur sa propre vie. Le personnage, ça s'appelle d'ailleurs Fatima. Donc du coup, pour ce film-là... le film commence dans un... Je crois que c'est en région parisienne, non, si je ne me trompe pas. Oui. Autour de donc Fatima et sa famille et de sa relation avec ses amis, ses camarades de classe. Et on se rend compte que dans ce contexte-là, il y a un personnage de noir qui est homosexuel et qui se fait victimiser, bully, on va dire. Oui, il se fait littéralement agresser. Ce sont des agressions homophobes, donc il se fait malmener, molester. Il a droit à des insultes face auxquelles, et ça me fait halluciner, les professeurs sont complètement laxistes. Enfin, moi, j'ai vraiment été choqué de ça. Tout à fait. Et en fait, Fatima, qui se ment elle-même, finit par découvrir sa propre homosexualité et fait des rencontres de femmes. Et du coup, le film est parsemé des rencontres avec ces femmes-là, et notamment avec une infirmière d'origine coréenne. C'est joué par Park Ji-min, mais j'ai oublié son nom dans le film. Et le film... d'ailleurs, Park Ji-min, c'était l'actrice de Retour à Séoul, c'est ça ? Oui. Alors que l'actrice qui joue Fatima, je crois que c'est son premier long-métrage. Alors, c'est Gina dans le film. Oui, Gina, merci. C'est son premier long-métrage. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, du film, Julie ? Moi, j'ai bien aimé. Après, je peux pas dire que j'ai adoré, mais il y a pas mal de choses quand même que j'ai bien aimé dans la petite dernière. Premièrement, et toi, on en a parlé, toi et moi, par le passé. Je nie pas l'existence. Je vais dire quelque chose de très précis. Je pense que tu vois, Morgane, où je vais en venir. Je nie pas l'existence et de la souffrance et de la douleur des coming out LGBT, mais je trouve toujours ça bien quand il y a des voix qui racontent autre chose. Et là, il y a une douleur parce que, en fait, disons le dilemme principal de la petite dernière de Afsia Herzi, c'est d'arriver à conjuguer son homosexualité, son lesbianisme avec l'islam, qui est une religion qui, comme toutes les religions, trouve que l'homosexualité, c'est haram. C'est haram, oui, c'est ce que je veux dire.
Ça veut dire que c'est pas bien. C'est incompatible, non, mais c'est un rejet, ça n'est pas censé exister. C'est quelque chose qui ne va pas pour les personnes pratiquantes, avec la majorité, pas toutes, qui n'est pas compatible avec la religion, quoi. D'ailleurs, il y a une scène assez forte où il va voir rencontre un imam. Oui, l'imam, et qui lui dit, elle fait genre c'est son ami. Bon, je pense que l'imam a un peu compris et elle se met à tomber en larmes. C'est une scène assez touchante. Oui. Autrement, le film je crois, est composé en 4 ou 5 parties. C'est sur un an avec 4 saisons, mais en fait 5 saisons parce qu'on revient au printemps. Donc c'est un vrai roman, un vrai film façon roman d'apprentissage. À travers le coming out, mais aussi il y a eu un éveil dans le film. Ouais, mais aussi il y a l'émancipation du personnage par rapport à son milieu. Il y a un côté aussi un peu transfuge de classe puisqu'elle fait une fac de philosophie. En fait, on commence effectivement à le voir qu'avec son coming out, Morgane va tout un changement de milieu, mais qui est lié aussi aux rencontres qu'elle fait avec des femmes. C'est-à-dire que là où on devine que la première personne avec qui elle est faussement en couple, avec qui elle est dans le placard, c'est un homme qui a un métier... Je crois qu'il est apprenti dans le film. Voilà. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais c'est pas quelque chose qui la change de son milieu initial. Gina, avec qui elle a sa relation principale, déjà, elle est infirmière. D'autres personnes qu'elle rencontre, avec qui elle fait des soirées, ce sont dans des grands appartements parisiens. En fait, au fur et à mesure qu'elle avance dans son éveil, elle sort de son cadre habituel géographique pour se retrouver à Paris, pas forcément dans les plus beaux quartiers de Paris, au sens auquel on les entend, mais quand même dans des quartiers qui lui changent énormément de là où elle vient. C'est ça. Et le film est plutôt sensuel. Je crois d'ailleurs qu'il a été bien reçu pour ça. Et on suit aussi l'éveil du corps du personnage, puisque pendant longtemps, elle s'habille en... Enfin, de toute façon, pendant tout le film, elle va garder sa tenue de footballeuse. Mais après, elle se dévoile aussi au niveau de son corps. Mais le film reste pudique, le regard d'Afsariasi reste pudique. C'est une sorte de façon de voir le cinéma de Keshish, puisqu'il y a des thèmes assez communs, notamment c'est très balzacien comme cinéma, mais de manière plus pudique, et c'est plutôt agréable, même si j'ai beaucoup Abdelatif Keshish, mais de voir une espèce d'évolution de son cinéma, surtout après MeToo et compagnie. Les scènes de sexe sont énormément axées sur l'érotisme, sur la sensualité, sur tout ça. Et moi, je les ai trouvées très belles, très, très douces. Et je suis désolée, ça fait cliché de dire douce pour des scènes de sexe entre femmes, mais... il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette dépiction-là. C'est ça. Après, moi, le seul rejet que j'ai par rapport au film, rejet, c'est un peu fort, mais c'est quand même l'approche peut-être un peu trop scolaire du film. Je trouve qu'on est justement... C'est beaucoup trop évident, ce côté apprentissage. Et je pense que ça vient de l'adaptation elle-même. Elle a peut-être voulu coller peut-être trop au texte. Et je crois que Fatima Dos était très présente dans la conception du scénario. Et je pense que ça aurait été peut-être plus intelligent plus appréciable de sortir un peu de ce carcan-là, parce que finalement le film est quand même sur des roulettes, quoi. On sait comment ça va se terminer, même si c'est appréciable de voir une séquence avec les parents. On s'attend à ce que finalement il y a la fameuse scène où les parents la rejettent, et ça n'arrive jamais. Ça donne lieu à une belle scène avec la mère, et franchement c'est très émouvante. Mais c'est vrai, pleine de sous-entendus, pleine d'impossibilités de dire, de verbaliser ce qu'on ressent. Moi globalement je suis assez d'accord avec toi, Morgane, même si j'ai trouvé que c'était quand même un très beau film, parce que en dehors de montrer son coming out lesbien, il montre aussi ce que c'est qu'être une lesbienne en banlieue, à la capitale, les milieux qu'elle fréquente, le type de gens qu'elle fréquente, les lieux de rencontre, les moyens de rencontre. Pour moi, il y a un aspect là-dedans quasi documentaire qu'on voit pas forcément dans les films français, et je trouve ça extrêmement bienvenu. D'ailleurs, tu te souviens, devant le film, il y avait un passage à la mutinerie. Je dis, mais c'est la vraie propriétaire de la mutinerie. Oui. C'est assez marrant, qu'il y a un bar lesbien à Paris, super connu. Et c'est vrai qu'il y a ce côté documentaire, mais encore une fois, c'est vraiment, ça se voit que l'influence de Keshish a porté ses fruits, et qu'elle trouve sa voix, et je trouve ça assez beau. Pas encore totalement convaincu, mais beau film tout de même.
Ensuite, on passe à Renoir de Chie Hayakawa. C'est encore un film de femmes. D'ailleurs, dans cet épisode, il y aura 3 films de femmes. Hein. C'est plutôt bien. Il y a pas mal de films de femmes cette année, que ce soit dans toutes les sélections. Donc, Chie Hayakawa, vous connaissez peut-être, elle a tourné qu'un premier long métrage qui s'appelle Plan 75, qui a gagné la mention à la Caméra d'Or en 2022. Et on en a parlé d'ailleurs de Plan 75 d'Arrêt Caméra. Vous devriez pouvoir le retrouver dans des anciens épisodes. Un des premiers épisodes. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et c'était un film d'anticipation plus qu'un film de science-fiction qui imaginait l'adoption d'une loi pour l'euthanasie et qui traitait en fait des personnes âgées, du traitement en fait des personnes âgées au Japon. Cette fois, elle fait un film, je crois, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, plus autobiographique, qui se passe dans les années 80, à la fin du miracle en fait japonais et avant la décennie qui s'appelle la décennie perdue, je crois, des années 90. Donc c'est la fin de l'apogée du Japon en termes économiques et de la grande ouverture du Japon ensuite. Le pays va plus se refermer sur lui-même. On le ressent dans le film. Il y a beaucoup le personnage apprend l'anglais. Il y a des émissions américaines. Ils utilisent un Minitel pour lancer des petites annonces. Ça, c'est vraiment tous les petits détails que j'ai bien aimés. Le film donc tourne autour d'une relation entre. C'est plutôt une relation entre. C'est plutôt un noyau familial entre la mère qui. D'ailleurs, c'est aussi ça. C'est les années 80. La mère se met à travailler. Elle a un travail assez prestigieux, si j'ai bien compris. Oui, on comprend qu'elle est cadre, manager, dirigeant, même si elle est pas mal désavouée dans son entreprise, ce qui est assez inhabituel au Japon pour mauvais traitement. Donc déjà, rien que ça laisse entendre que c'est un personnage pas très aimable. Et assez antipathique. Le père qui a un cancer au stade terminal et la jeune fille, du coup, qui est en train de gérer ces difficultés-là. Le film, moi, m'a un peu endormi, on va dire. Je trouve que le cinéma japonais, on en parle souvent dans Arrêt Caméra, qui est une succession d'épisodes mignons, jolis d'un côté et plutôt sordides de l'autre, puisque le film a une espèce de balance entre ces deux éléments-là pour dépeindre vraiment un été d'une vie d'une fille je crois qu'elle a 10 ou 11 ans, mais on sort jamais trop de ce type de cinéma-là qu'on a trop l'habitude de voir au Japon et qui est un peu l'horizon du cinéma d'auteur japonais, qui est en fait celui de Hirokazu Koreeda. En fait, moi, Morgane, ce film me poser des questions. C'est que je sais pas si vous voyez le fameux mème où il y a un bonhomme qui voit un rond-point, ça ne lui fait rien, et il voit un rond-point au Japon, il est assez enthousiaste. Enfin, ce film me fait cet effet exactement, c'est que, je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un film qui, dans la manière dont il a été conçu, est fait pour des spectateurs qui ne sont pas japonais. Est fait pour susciter notre émerveillement à nous occidentaux de la fameuse beauté délicate japonaise. Enfin, je le dis parce que j'ai vraiment trouvé que Renoir était caricatural par rapport à ça. C'est-à-dire que on a comme ça son personnage féminin principal. Il faut que je retrouve le nom. Voilà, c'est Fuki Okita. Donc Fuki, qui est une préadolescente. Ouais. Elle a 11 ans. Enfin, il y a beaucoup de moments du film et c'est compliqué d'être touché où elle reste, elle est le regard dans le vide, il y a 3 brins d'herbe sur le côté, il y a un ciel bleu, et elle regarde, et elle est mélancolique, et on est censé être touché par ça, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, dans le dispositif, ça ne fonctionne pas, alors même que l'idée, elle est pertinente. Enfin, je veux dire, moi je veux bien, enfin, la fin du miracle économique, la déprime, etc. Et comme ça, cette espèce de grâce enfantine qui vient contrebalancer le tout, mais ça ne tient pas. Et en fait, je pense savoir pourquoi ça ne tient pas. C'est que Renoir m'a juste fait l'impression d'être un film autobiographique, mais c'est quoi le message de Chie Hayakawa ? Enfin, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Qu'est-ce qu'elle veut transmettre ? Et pardon, mais c'est une coquille vide. C'est un peu bizarre de faire du cinéma en ayant quelque chose à raconter, mais sans avoir rien à dire vraiment qui prend aux tripes. Et donc là, on est condamné comme ça à voir ces petits tableaux impressionnistes, d'où le nom du film Renoir. Et enfin, je sais pas, moi, ça m'a laissé complètement indifférente, alors même Morgane qui a des sujets lourds dans le film. Ouais, ça tombe un peu comme une cheveux sur la soupe par moment, je trouve. Voir des sujets lourds, un peu exagérés et télescopés. Gratuit, notamment une scène avec un pédophile qui
in extremis et désamorcée, mais comme une espèce de gag, c'est assez bizarre. Après, je dis pas qu'elle est complaisante à ce niveau-là, mais je trouve quand même que elle apporte des moments de noirceur pour complexifier son intrigue. C'est ça, c'est une sorte de fascination morbide, ouais, morbide, mais pour un sujet qui est pourtant à distance et dont elle essaie de faire quelque chose. Et là encore, ça tourne pas parce que en fait, ça fait pas authentique. Ça fait pas vécu, ou alors dans la manière de... Peut-être elle l'a vécu, j'en sais rien. Peut-être c'est une anecdote vraie, mais la manière dont c'est inséré, imbriqué dans le dispositif du film, ça fait très fait divers et ça n'a pas sa place, je trouve, dans un projet qui se veut par esquisse, impressionniste, qui se veut être... je sais pas, ça fait très diffuseur d'huile essentielle Renoir en fait. Bien sûr. Je devrais pas dire ça, mais... On a fini sur Renoir, on passe à Nouvelle Vague de Richard Linklater, le tant attendu film sur la création de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, tourné avec des acteurs pas amateurs mais inconnus, à Paris il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, c'était l'année dernière. À côté de chez nous. En partie à côté de chez nous. Tout nous. le monde s'en fiche, mais je le dis. Un peu partout en vrai dans Paris, sur les lieux mythiques du tournage d'À bout de souffle. Qu'est-ce que t'en as pensé, Julie? Le film n'a pas non plus complètement... fait des amoureux, notamment dans la presse française. J'ai l'impression que les Américains ont adoré le film, moins les Français. Je pense que c'est lié notamment au fait que le film ne restitue pas dans son entièreté la figure, mais la figure ultra complexe et insaisissable aussi de Jean-Luc Godard. Le film fait plutôt une espèce de parodie de Jean-Luc Godard, mais mieux que chez Hazanavicius avec Le Redoutable. Je trouve oui, que... je trouve. On est dans une parodie, mais une parodie aussi dommage, et on est sur une vision de Jean-Luc Godard quand même. Faut arrêter comment dire, de glorifier totalement Jean-Luc Godard. C'est aussi un sale type, et le film nous montre aussi qu'il y a des moments où c'est un sale type, quoi. Oui, moi finalement, les moments où j'ai préféré le film, c'est que je me suis marré de voir comme ça ce Godard comique malgré lui et tout, mais les moments que j'ai préférés dans le film, Morgan, c'est quand Richard Linklater fait faire à l'actrice qui incarne Jean Seberg. Zoé Deutch. Ouais, Zoé Deutch. Il l'a fait singer Godard dans le film. Et il l'a fait singer comme une femme peut singer un homme qui a un ego monstrueux. Et j'ai trouvé ça salutaire. Et là, pour le coup, j'ai vraiment rigolé parce que je me suis dit, il y a un mélange dans le film et qui est vraiment bien fichu, à la fois d'affection pour la figure de Godard, mais à la fois une mise à distance parce qu'il pouvait être insupportable, et c'est bien que le film en ait témoigné. Parce que c'est le problème, en fait, à vouloir parler de Godard, c'est que il faut trouver un équilibre, je pense, entre en faire soit une espèce de Pygmalion sans parler du reste, soit une espèce de gros connard, sans dire que quand même il a énormément apporté au cinéma. Et là, je trouve que le film... c'est équilibré à ce niveau-là. Ouais, je trouve que Nouvelle Vague de Linklater, à ce niveau, en tout cas, c'est une réussite. Puis je trouve un peu lâche de demander à un film de ressembler à ce qu'il met en scène. Les gens se sont plaints, ouais, alors il n'y a rien des jump cuts, ça raconte rien, c'est pas dans le style de Godard. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un film dans le style de Nouvelle Vague, c'est un film dans le style de Linklater. Bien sûr. Et je veux dire, si c'était pour faire quelque chose dans le style de Godard, pardon, mais moi je vais à une expo de la Cinémathèque pour voir quelque chose sur Godard. Là, ça reste un film, c'est du cinéma. Je regarde des films de Godard, voilà. Non, mais bien sûr. Donc non, c'est une bonne comédie. Je trouve que les acteurs ont été très bien castés. C'est surtout ça la force du film. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est extraordinaire, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, ce que je disais sur Twitter notamment, c'est que là, en fait, la nouvelle vague, c'était une nouvelle vague surtout de cinéastes et quelques acteurs. Et là, dans le film, il fait plutôt éclore une nouvelle vague d'acteurs qu'on verra peut-être dans le futur, notamment Guillaume Marbeck, je crois que celui qui fait Jean-Luc Godard. Non, mais c'est vrai que ça donne une mise en abîme, je trouve, qui est bienvenue pour le film. Parce que, on parle du making-of de À bout de souffle. Godard, c'était son premier long métrage. Belmondo, en gros, c'était une nouvelle tête, quoi, même s'il avait fait un court métrage pour lui apparemment. Il avait fait aussi quelques rôles dans d'autres films. Mais Jean Seberg, ultra connu, mais au final, quand on y pense, Morgan, quel film on retient d'elle quand on parle de Jean Seberg? C'est À bout de souffle. Bien donc sûr. Voilà, vraiment le fait d'avoir mis comme ça cette brochette de nouveaux acteurs, je trouve, va complètement avec le projet du film.
C'est ça. On termine sur Die My Love de Lynn Ramsey. C'est le gros dossier. Oh punaise. Film qu'on a complètement détesté, Julie et moi. Je spoil direct. Pour vous situer le film, en fait, c'est adaptation d'un livre d'une autrice argentine qui se passait en France. Mais là, elle a transcrit Ah, ça se passait en France, je savais pas. Elle a transcrit le film dans la campagne américaine sur, en fait, la désintégration mentale d'une mère au foyer qui est délaissée par son mari et qui commence à avoir des crises de paranoïa, qui commence à se prendre comme pour un animal ou faire plein de trucs assez bizarres. Je veux dire quelque chose par rapport à ça, Morgan, et je le dis parce que voilà, je vais le dire là mais je l'ai pas dit ailleurs, c'est que je pense qu'il faut arrêter de prendre des acteurs qui sont très beaux, très riches pour jouer des gens de la classe moyenne, voire de classe modeste très bas, quand ils n'ont ni le physique, ni les manières. Parce que en fait, rien que ça, je trouve que dans Die My Love, on peut pas s'imaginer que tout ça soit réel et que tout ça soit concret. Enfin, je veux dire, le cinéma, c'est quoi le premier principe du cinéma ? C'est la suspension de l'incrédulité. C'est-à-dire, on rentre, on regarde un film, dans les premières minutes, on doit croire au film. De tous les films Morgan qu'on a vus à Cannes, c'est le seul film, je trouve pour le moment, c'est le seul film Die My Love où on n'y croit pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on ne croit pas à la souffrance des personnages, c'est pas qu'on ne croit pas à leurs émotions, c'est qu'on ne croit pas à leur situation. Enfin, on ne me fera jamais croire que Jennifer Lawrence et Robert Pattinson puissent avoir des problèmes d'argent. On ne me fera jamais croire que Jennifer Lawrence, constamment ultra brushée, comme si elle était Sabrina Carpenter, avait une dépression postpartum. Enfin, comment on peut faire croire que en cas de maladie, on ressemble à ça, qu'on est toujours nickel, qu'on est toujours comme un mannequin. Ça ne tient pas une seule seconde. Enfin, je dis pas que les mannequins ne peuvent pas souffrir ou que les acteurs ne peuvent pas souffrir, mais il y a vraiment un côté où on fait jouer la caissière du coin par Nathalie Portman. Je le dis, il y a un film qui est comme ça. C'était Herschel avec Joseph Gordon-Levitt. Mais oui. Mais c'est pareil. En fait, on n'y croit pas une seule seconde. Enfin, je veux dire. Mais si c'était juste ça le problème du film. Non, mais c'est déjà pour moi un des principaux problèmes. Et pourtant, le film, j'avais pas du tout envie de le détester. J'aime pas le cinéma de Lynn Ramsey. Enfin, mais moi, je vais à chaque fois voir les films avec un regard neuf. Tu t'aimes bien te faire du mal en allant voir les films. Non, mais on peut toujours être surpris. Enfin, et là, je veux dire. Enfin voilà, la musique tonitruante, faire à ces acteurs des figures où ils cabotinent, enfin je veux dire, la direction de l'acteur est insupportable. Bah, en fait, il y a un côté, fais le singe, fais le chat, fais le chien, griffe le mur, tape-toi la tête, enfin je veux dire, on dirait des pantins. Bah, en fait, le film tourne autour de ces situations-là où le personnage se met à faire n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'il est redondant complètement là-dedans. En fait, quand on voit les... Alors, la première scène plutôt impressionnante, ils arrivent chez eux et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent une maison. Enfin non, ils récupèrent une maison qui est celle de l'oncle de Robert Pattinson, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils couchent ensemble et la scène est plutôt montée de manière assez impressionnante. Et après, il y a le titre qui apparaît dans une forêt en feu, aussi scène impressionnante. Et ensuite, après, on va aller complètement dans des séquences où Jennifer Lawrence fait n'importe quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont adoré parce que c'est en soi un don de l'acteur qui est impressionnant. Ah bien sûr, à l'intérieur ils en font beaucoup. Mais pour un film débile. C'est ça. Complètement débile. Le film ne donne aucun corps, aucune substance à tout ce qui se passe. C'est qu'une succession de pétages de plomb. Film hystérique, il y a un chien au bout d'un moment qui est là juste pour rendre le truc encore plus hystérique, on sait qu'il va se faire buter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, je suis désolé parce que là, Morgan, ça fait spoil, mais effectivement, on voit le chien, on voit comment il se comporte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir vu 36 films pour ne pas deviner que ce chien va être tué et que ça va être dramatique. Ouais, et regardez comment je suis punk, je mets des musiques, mais fort. En fait, le film, il y a des musiques pendant tout le film qui sont mises c'est tonitruant. Dans la maison et c'est, vous verrez, je pense que ce sera pareil pour tout le monde. Le son est ultra fort à ces moments-là. Et puis, on passe par le passage obligé de l'adultère, mais même si on pense que c'est un adultère fantasmé. Alors moi, je croyais qu'il allait se passer des choses extraordinaires avec cet adultère, mais à part vite fait un baiser, un échange de câlins, il n'y a rien.
Ouais, c'est ça. Finalement, Enfin, c'est très très faible pour un film soi-disant punk. mais assez étrange. Je crois que j'ai l'impression que le film, elle a tourné énormément de rush et qu'elle a fait un montage particulier et qu'il y a des trucs, toutes les sous-intrigues qui ont été hachées et ça donne un objet vraiment indigent. J'ai complètement rejeté le film, moi. Bah, moi, c'est pareil. Et puis, je dis ça, j'ai rien contre le cinéma hystérique. Enfin, par exemple, je suis une grande fan de Zulawski. Mais Ah, enfin, ouais. en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il n'y a absolument pas de profondeur. Et enfin, moi, je veux bien, c'est un film sur la dépression postpartum, la folie, etc. Mais là aussi, en fait, on comprend pas très bien si elle est en dépression ou si c'est une dépression postpartum ou si c'est de la folie. Enfin, on n'arrive pas à distinguer tout ça. Et le film, je trouve, est un peu malhonnête parce qu'il joue absolument sur tout le tableau pour qu'on puisse se dire « Oh, pauvre personnage, c'est un excellent film ». En fait, c'est un peu à l'image de certains films qu'on a vus pendant le festival et qu'on risque de continuer à voir, Morgane. C'est que ce sont des films qui, pour moi, croient que leur sujet, parce que ce sont des sujets politiquement courageux, vont faire office de cache-misère par rapport à la pauvreté et l'indigence de leur mise en scène. Et pour moi, on est complètement dans Die My Love, dans ce cas de figure-là. Eh ben, c'est sur ces saintes paroles de Julie qu'on termine, qu'on clôt ce 4e épisode d'Arrêt Caméra. Salué par l'orage. C'est ça, et on se retrouve pour un 5e prochainement.